Je vous remercie. Donc, je remercie les organisateurs et de ce colloque, Véronique Figini, Raphaël Berthaud et Laurent Gerbier, de me donner l'occasion donc de présenter ce travail issu de ma thèse de doctorat, en partie, mais aussi quelques nouvelles pistes que je vous proposerai en fin d'intervention. Donc, l'expression paysage de carte postale est entrée dans le langage courant pour désigner une réalité plutôt idyllique qui rappellerait un type d'image. Celle-ci aurait des caractéristiques à la fois symboliques, pittoresques et stéréotypées. Alors, reproduction des topoïs du temps, selon l'expression de Philippe Hamon, ou idéalisation du réel pour Naomi Skor, l'image de carte postale procède de ressorts sociaux qui vont bien au-delà de sa simple représentation. Mais ce paysage apposé sur les cartes postales de la fin du XIXe et début du XXe siècle présente-t-il des particularités identifiables ? La provenance des images imprimées sur les cartes postales est souvent assez peu questionnée, alors que les cartes elles-mêmes sont souvent utilisées pour illustrer des discours teintés de nostalgie sur la belle époque, donnant sur le paysage ou sur les pratiques populaires une tonalité pittoresque, sans auteur précis, sans datation bien souvent. Ces images de cartes postales sont comme naturalisées. Et là, je reprends l'idée de André Gunther et son expression. C'est-à-dire qu'elles font pleinement partie de notre culture visuelle, comme une évidence, alors qu'il s'agit d'objets industriels, véritablement construits pour être consommés. Le choix d'apposer certaines photographies de paysages sur une carte postale n'a rien d'un hasard, en particulier au début de la circulation de ces supports, les supports cartes postales, qui sont originellement des supports administratifs et non illustrés. Ce choix donc d'apposer une photographie est le fait d'industriels qui, sur ce marché émergent à la fin du XIXe siècle, cherchent à lancer un produit, à faire émerger et perdurer surtout des pratiques culturelles à partir de l'image. Comment se fait donc ce choix des images destinées à être produites en quantité sur les supports cartes postales entre 1889 et 1910 ? Quels en sont les critères de sélection ? Observe-t-on des évolutions, notamment dans l'utilisation de l'image, d'un graphisme ou d'une légende apposée ? Peut-on historiciser ces choix qui peuvent changer selon les périodes ? Alors, parmi une production foisonnante de cartes postales qui s'apparente à une masse dispersée et rarement patrimonialisée, de telles interrogations ne peuvent aboutir qu'en se limitant à un corpus et en se référant donc sur le temps long à un seul acteur du champ, producteur industriel de cartes postales, et c'est donc le choix que j'ai fait pour ma thèse et pour cette présentation. Donc l'entreprise Nordin Frères, donc vous voyez ici les deux propriétaires, donc Étienne et Antonin. C'est une entreprise qui est active entre 1863 et 1918 et qui est particulièrement pertinente à observer de par sa longévité, donc près de 50 ans, plus de 50 ans, son influence dans les milieux professionnels et la masse d'images produites concernant la France. Et donc vous pourrez remarquer que cette entreprise est une entreprise de photographie active avant la circulation des premières cartes postales, qu'on évalue en France à 1889. Donc elle a une activité professionnelle, cette entreprise, 20 ans avant la circulation des premières cartes postales. Donc ce que nous souhaiterions présenter aujourd'hui, ce sont des approches radicalement différentes de l'image photographique de paysage sur les cartes postales pratiquées par l'entreprise Nordin d'une période à l'autre. Elles témoignent dans un premier temps d'un usage dans la continuité de la production photographique depuis les années 1860, avec ce que j'ai appelé les cartes postales de vue. Nous allons voir ça. Donc c'est une reprise des photographies, un recyclage produit auparavant.
Et d'autre part, d'un usage de la photographie plus comme motif qui favorise la construction de stéréotypes, et ça sera à partir de 1904. Et nous allons voir pourquoi. Donc la photographie est alors une matière visuelle, visuelle et technique, malléable, et transformable, symbolique et utilisée surtout sans référent. Dans la vie de l'entreprise d'édition de cartes postales, ces deux différentes approches sont liées à de fortes contingences économiques. Donc, rapidement, je vais commencer par vous présenter un peu l'entreprise Nordin et la manière dont elle fabrique ses vues, ses photographies, donc avant la carte postale. Ensuite, nous allons observer en deuxième partie l'apparition, ou en tout cas la production des premières cartes postales, l'influence que ça a dans la vie de l'entreprise et comment elle recycle ces images pour cette production de cartes postales spécifiques dans le contexte d'une pratique du souvenir. Et en troisième partie, nous verrons donc des modifications de forme et de fond, on va dire, dans l'usage des images pour les cartes postales, du fait d'un contexte concurrentiel important, et donc un usage plus comme un motif de la photographie. Donc de simples studios de portraits photographiques au Second Empire, l'entreprise Nordin devient une véritable maison d'édition de l'image qui produit et diffuse des photographies de monuments et paysages sur des supports les plus variés, en particulier dans le contexte d'émergence du tourisme. Vous avez ici ces deux des premières productions en vue stéréoscopique et en carte de visite, des tirages sur papier albuminé qui datent des années 1860. Au sein de ce nouveau type d'entreprise se crée un modèle économique de production et de diffusion d'une imagerie à la fois représentative pour être consommée par le plus grand nombre et dans le plus de contextes possible, comme je l'ai dit, et une imagerie élaborée pour susciter aussi de nouveaux principes de consommation tels, ce dont on va parler aujourd'hui, la carte postale. L'entreprise Nordin est spécialisée dans ce qu'elle nomme les vues de France. Et là, j'emploie le terme vue de la même manière que Rosalind Krauss. Et donc, elle définit comme une forme de structuration des représentations, mais également une volonté véritablement d'objectivation de la prise de vue. Donc, puisqu'à cette époque, il y a une véritable distinction entre les choix éditoriaux qui sont pratiqués donc, par les directeurs de cette entreprise, les Nordin frères, et la réalisation des prises de vue qui elle-même est opérée par des opérateurs photographes, dont nous allons parler. Donc une différence entre les éditeurs d'images et les opérateurs photographes. En effet, l'entreprise fonctionne avec des opérateurs photographes, jusqu'à une dizaine, qu'elle forme ou fait former à l'école Estienne, notamment, pour maîtriser leur production photographique sur le terrain. Ces opérateurs sont les véritables acteurs de la représentation d'une telle entreprise et restent en général très longtemps à son service. Donc j'ai pu identifier, ils sont très difficiles à identifier dans l'entreprise, j'ai pu en identifier deux donc, qui se nomment Petit et Ozol et qui ont 40 ans de service aux côtés de l'entreprise en 1909. Ces opérateurs photographes répondent à une politique de cohérence iconographique de l'entreprise, visible sur le long terme. Et bien que leur maîtrise technique soit grande, l'expression virtuose des trousses d'objectifs par Jacques Ducom est employée pour les désigner, le principal savoir-faire de ces opérateurs se situe du côté du sujet et de la manière de traiter un sujet. Jacques Ducom, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fut opérateur pour l'industrie photographique et plus connu pour le film d'ailleurs, a été aussi opérateur photographe pour le compte de la maison concurrente de la maison Nordin, la maison Léon Lévy, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, décrit cette expérience du paysage adaptée à l'industrie. Donc je le cite dans son ouvrage « Les débuts d'un amateur photographe », ouvrez les guillemets,
une grande étendue de pays ne donne jamais rien de bien intéressant. On peut cependant en augmenter beaucoup l'intérêt en y plaçant au premier plan un arbre, un personnage. Si l'on a une rivière un peu large, un lac à reproduire, la vue gagnera beaucoup à ce que l'on voit la rive où se trouve l'opérateur. Si l'on est forcé d'avoir comme premier plan une route très blanche ou une rue, l'épreuve gagnera beaucoup à être faite un jour où il a plu. On obtiendra ainsi beaucoup plus d'harmonie. L'exploration photographique du territoire par l'opérateur répond à des exigences commerciales. Les choix de sujets et leur traitement indiquent des compétences développées par lui dans le contexte spécifique de la production de vues plaisantes, entre guillemets, à destination d'une industrie touristique. Ces opérateurs photographes sont en dialogue avec un autre métier qui se distingue dans l'entreprise Nordin comme étant un autre maillon essentiel du processus industriel, les représentants de commerce. Ceux-ci favorisent, à partir de réseaux de vente qu'ils constituent dans toute la France, une dynamique industrielle en interaction constante avec la réception. Donc les photographies considérées comme des vues à succès, c'est-à-dire au potentiel commercial élevé, perdurent et sont régulièrement réactualisées par les opérateurs photographes. Et donc je vous ai mis un exemple du Mont-Saint-Michel ici. Les mêmes sujets donc, sont renouvelés, les mêmes mises en scène sont renouvelées pour correspondre à l'actualité des représentations du monument. Puisque vous voyez ici, le monument évolue avec la construction d'une flèche. Il y a aussi différents échafaudages qui apparaissent. Pour le Mont-Saint-Michel, par exemple, c'est cette vue du nord-est qui est pour l'entreprise Nordin la référence numéro 102 et qui reste référence numéro 102 malgré le fait qu'elle évolue dans le temps. Elle évolue donc entre 1882 et 1917. Elle compte donc 3 versions successives qui conservent les mêmes caractéristiques, position des pêcheurs par exemple, reflet du monde dans l'eau. Il y a une véritable continuité des mises en scène exécutées par les opérateurs et que nous pouvons comprendre comme ce que j'appellerais donc une standardisation véritablement en fait, de l'image, de la référence. Standardisation des points de vue sur le monument et son environnement. Le paysage est ainsi codifié, peut-on dire. Toutes sortes de supports éditoriaux sont produits à partir de cette collection, donc cartes albums ou cartes de visite, comme on a vu tout à l'heure, des albums de 12 à 24 vues, du papier à lettres illustré, des timbres photographiques. Ici, vous avez l'exemple à partir de vue Nordin, donc d'un timbre photographique en haut à gauche et d'une enveloppe en bas à droite, d'une vue de Nice. La carte postale est ainsi, dans un premier temps, pour l'entreprise, un format de production supplémentaire, un moyen de diffuser simplement ces collections, de recycler ces images déjà produites. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Donc la carte postale intervient véritablement dans la production de l'entreprise. L'entreprise Nordin oriente sa production en fonction des opportunités commerciales. Face à une importante concurrence qui s'internationalise et aux aléas d'un marché instable, enclin aux nombreuses mutations technologiques, les concessions d'exploitation permettent l'octroi de formes de monopole dans la production ou la commercialisation des photographies. Donc les concessions commerciales, il y en a un certain nombre à la même époque. Je pense par exemple à la concession du musée du Louvre, qui a été obtenue par le photographe Brown en 1883. Je pense aussi à la concession des monuments historiques qui a été obtenue par d'ailleurs les Nordins en 1898, après avoir été sous le giron de Mieusement, du photographe Mieusement. Donc, dans le contexte de la concession de la Tour Eiffel, que l'entreprise Nordin obtient suite à un accord commercial passé avec la Société de la Tour Eiffel en 1889, au moment de son inauguration,
la société Nordin commercialise les premières, commercialise de manière assez large les premières cartes postales illustrées gravées en France. Il s'agit donc de cartes postales gravées qui sont dites les cartes Libonis, du nom du graveur, enfin, du dessinateur, réalisées d'après des photographies que l'entreprise Nordin produit. Le contexte de l'exposition universelle est particulièrement propice à l'émergence de la carte postale, parallèlement à d'autres pratiques de correspondance illustrées elles aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le papier à lettres. Un système efficace de commerce d'objets souvenirs est mis en place au sein de la Tour Eiffel, qui s'appuie à la fois sur des médiums, enfin des médias acquis en interne. Donc je pense au Figaro de la Tour Eiffel, qui est imprimé sur place au sein de la Tour Eiffel et qui fait la promotion des objets qui sortent, des objets souvenirs qui sont commercialisés au sein de la Tour Eiffel. Et aussi sur la multiplication des intermédiaires de vente. Donc les intermédiaires de vente, c'est à la fois les agents de la Société de la Tour Eiffel qui sont à l'accueil, c'est les boutiques de vente qui sont installées au 2e étage de la Tour Eiffel. Et il y a aussi les distributeurs automatiques qui apparaissent aussi dans la Tour Eiffel à ce moment-là. Donc, ces éléments favorisent le lancement d'une nouvelle pratique culturelle massive de l'image souvenir. Pour des besoins commerciaux et médiatiques, 12 photographies ont été sélectionnées par l'entreprise Nordin et la Société de la Tour Eiffel comme étant les plus représentatives de la photographie, les plus représentatives de la Tour Eiffel. Vous avez deux exemplaires ici à droite, en fait, de ces 12 photographies. Et à gauche, donc, vous avez l'exemple de la Libonis, la carte postale et du papier à lettres illustré. Donc, ces 12 photographies, ce sont elles qui sont à la fois tirées en photographie, publiées en album, en carte postale, en papier à lettres, et aussi qui sont proposées à la presse, ce qui est quand même très intéressant. Vous avez donc ici le panorama pris depuis la Tour Eiffel, qui est à la fois tiré donc, en carte postale, en panorama, en tirage sur papier albuminé, et qui est sous forme dessinée, donc paru dans Le Monde illustré en septembre 1889, un tirage offert en prime par le journal. Donc ces 12 photographies sont un concentré des étapes de la visite de la Tour Eiffel, d'étage en étage, et proposent notamment les points de vue et perspectives admirés au cours de la visite. Cette imagerie totem, j'aime l'appeler comme cela, volontairement réduite pour être reconnaissable par les visiteurs, donne à voir la Tour Eiffel comme exploit technologique et comme élément nouveau du paysage parisien. Elle illustre tout autant qu'elle participe à la promotion de la Tour Eiffel. Fort de l'expérience de la concession de la Tour Eiffel, les Nordins décident de proposer leur vue de France, déjà produite dans le format carte postale, déjà produite dans le format photographie, en tirage sur papier albuminé, en carte postale. Mais la dynamique culturelle et commerciale qui était à l'œuvre pendant l'exposition universelle ne semble pas prendre immédiatement pour une pratique individuelle du tourisme. Les Nordins témoignent dans un courrier d'ailleurs de 1909 du temps nécessaire avant que la mode de la carte postale soit généralisée sur les territoires français. Donc je cite le courrier des frères Nordin en 1909, ouvrez les guillemets. En 1889, concessionnaire de la photographie à la Tour Eiffel, nous avons mis en vente, à l'usage des visiteurs, les cartes postales de la Tour Eiffel. Cette vente eut un succès prodigieux. Pour cause, nous vendions 10 000 cartes par jour. Après l'exposition, encouragés par le succès de la Tour Eiffel, nous continuâmes ce genre d'édition par la vente des vues de France, mais le public fut long à accepter ce genre de publication, et pendant plusieurs années, nous fûmes les seuls à imprimer et vendre des cartes en France.
Les images utilisées au début pour les cartes postales au moment de son apparition ne sont donc pas fabriquées ex nihilo. La collection de vues de l'entreprise sert de base à un nouveau type d'exploitation dont les exigences en termes de représentation se préciseront au fur et à mesure de l'importance prise par l'objet et de l'intérêt manifesté par le public. Là, vous avez donc deux exemples de Amiens, de à la fois tirage sur papier albuminé à gauche et de la carte postale tirée donc du même négatif. Donc les tirages sur papier albuminé ont été déposés au dépôt légal en 1883. Donc on peut les dater facilement, alors que la carte postale voilà, est imprimée et mise en circulation entre 1892 et 1904. Avec donc cette collection déjà prête et une production extrêmement réactive, les éditeurs photographes ont pu de fait atteindre une position dominante sur le marché de la carte postale. Il ne s'agit pourtant pas pour l'entreprise de dupliquer l'ensemble de sa production dans le nouveau format. Une sélection est effectuée et l'entreprise recrée des matrices de production, notamment sur support souple, et une numérotation originale spécifique à la carte postale. Une trace de cette sélection est encore partiellement visible dans les catalogues de référence de l'entreprise, qui sont des outils professionnels de repérage centraux donc pour l'exploitation et qui sont conservés à l'agence Roger Violet. Donc ici, je vous ai mis un exemple où vous voyez directement sur la photographie, on met « Affaires en postale ». Le passage vers une production plus intense en carte postale se matérialise dans la publication d'un catalogue commercial spécifiquement dédié aux références proposées en carte postale en 1905. Donc là, vous avez un catalogue spécifiquement photographique à gauche qui date de 1895 et à droite, un catalogue spécifiquement carte postale en 1905. Donc les deux catalogues commerciaux édités à 10 ans d'écart, permettent de voir en quoi consiste la sélection réalisée pour la carte postale. On observe en particulier une rationalisation de la collection, c'est-à-dire moins de vues sont proposées par ville en carte postale qu'en photographie, mais plus efficaces, pourrait-on dire, plus commercialement. Pour le Mont-Saint-Michel, 151 vues sont produites en photographie en 1895. Elles sont proposées à la vente, alors qu'en carte postale, 112 références sont produites en 1905. Alors, seules les références clés sont produites en carte postale et en particulier sélectionnées pour... j'ai sélectionné trois critères que j'ai développés dans ma thèse à partir de plusieurs exemples. Les sélections sont basées sur la qualité technique des images qui doivent être produites en phototypie, la clarté du message qu'elles véhiculent. Pour le Mont-Saint-Michel, c'est assez visible avec l'apparition par exemple du Mont-Saint-Michel derrière des pêcheurs. Et la plasticité de l'image, c'est-à-dire la possibilité de redécouper l'image ou de la modifier. Iconographiquement, la place de la photographie évolue sur le support carte postale, donnant plus de place au paysage. Le premier modèle courant, qui date donc des premiers temps, de 1893, est la carte dite nuage. Carte nuage, donc c'est un terme employé par les collectionneurs. L'image n'y occupe qu'un quart ou la moitié du recto et se trouve floutée sur les bords. Vous avez cet exemple-là, tout en haut à gauche. Ce même modèle sera commercialisé jusqu'en 1903 et il connaîtra peu de modifications, excepté la taille de l'image qui envahit toujours plus la surface de la carte. Donc vous voyez ces trois exemples. Donc tout ça, ce sont des cartes avant 1903. La tendance s'oriente donc vers une diminution de la place de l'écrit au profit de l'image pour la correspondance brève. Un exemple de carte postale de Lourdes de 1902, que vous voyez à droite, témoigne de cette restriction de la place pour l'écrit. Le recto est entièrement consacré à l'image,
Le verso est uniquement destiné à l'adresse et seul un Ave Maria, etc. et une signature sont ajoutés à l'image qui devient l'élément essentiel de la correspondance. D'une image illustrant un coin de la carte, comme celle d'un papier à lettres à en-tête, on passe à l'envoi généralisé d'images sans presque aucun texte. L'image n'accompagne plus le message, elle est véritablement le message. Donc là, on va passer à la troisième partie, qui est l'explosion de la production de cartes postales et la réaction en fait, des industriels face à cette grande quantité d'images produites. Donc la quantité de cartes postales éditées entre 1900 et 1917 est sans équivalent dans la production d'images photographiques. Donc les chiffres sont véritablement impressionnants. Selon Albert Bergeret, qui est un imprimeur donc, de Nancy, très connu pour ses cartes postales, c'est 500 millions de cartes qui sont imprimées en phototypie en 1904 par l'ensemble des fabricants français. Selon Antonin Nordin, c'est 600 millions par an en 1909. Cette offre pléthorique influe inévitablement sur l'orientation commerciale de chacune des entreprises sur le long terme, chacune se tenant au courant des agissements des concurrents, notamment des tarifs pratiqués et des accords commerciaux. Donc les offres se multiplient, notamment les offres émanant des photographes locaux, des associations spécialisées ou de tourisme et des amateurs. Et elles engendrent une baisse du prix de vente, une dévaluation donc, que les industriels désignent en général par le terme « crack » de la carte postale. La réponse à cette dévaluation est une valorisation différente de l'image de carte postale en forme et en contenu, avec par exemple les cartes multivues, donc c'est cet exemple que je vous présente ici, qui traduisent l'inventivité commerciale et la capacité de renouvellement d'un produit de base, l'image. L'image photographique seule ne suffit plus à provoquer la consommation régulière de cartes postales. Le public est en quête de surprises visuelles, comme il en trouve au sein, par exemple, des journaux, de la presse. L'illustration, le journal Illustration fonctionne donc avec des photographies, est couvert de photographies même à partir de 1904. Les nouveaux magazines aussi, je reprends l'expression de Thierry Gervais, renouvellent radicalement les manières de représenter les images, sans parler donc de photographiques, sans parler aussi des affiches. Donc la photographie ne constitue plus l'attraction centrale de l'objet postal. Sa mise en page, sa présentation, l'effet graphique, mise en œuvre également, dialogue pour créer une esthétique nouvelle. L'image subit dans ce contexte des transformations de tous ordres, agrandie ou miniaturisée, recoupée ou photomontée, coloriée ou teintée. Elle se transforme pour donner l'illusion de la nouveauté. Sans déployer les moyens graphiques des médias, puisque la carte postale reste quand même un objet très bon marché dans sa conception et dans sa production, elle s'immisce dans un mouvement global d'une nouvelle culture visuelle. Donc les cartes dites multivues permettent d'exploiter les collections de négatifs. Elles sont composées de ces vues miniaturisées d'une ville, entre 8 et 20, insérées dans les lettres du nom de la ville, en tout cas pour le cas de cette série de Nordin. Et elles apparaissent pour Nordin, en tout cas en 1904. Elles se présentent dans une version coloriée à gauche pour Rouen, ou noir et blanc. Elles résument donc en quelques vues les caractéristiques ou les points de vue remarquables des sites les plus fréquentés par les touristes, ceux qui apparaissent aussi, qui sont décrits dans les guides touristiques. Pour Trouville, par exemple, donc vous avez l'exemple à gauche, les vues choisies constituent les points forts d'une ville à caractère balnéaire, avec le casino, la jetée, le port, le centre-ville, alors que pour Rouen, les lieux retenus sont à caractère historique et monumental. Le Gros Horloge, le pont transbordeur. Les sites, quelle que soit leur qualité propre, patrimoniale, naturelle ou culturelle, qui sont des incontournables touristiques, sont mis en image.
Donc, je vous parlais tout à l'heure de ce graphisme intégré aussi dans la carte. Donc, on peut le voir ici, intégré donc, au photomontage, des motifs dessinés qui viennent relier les images entre elles et donner un effet décoratif finalement à l'ensemble, mêlant à la fois l'écrit, le dessin et la photographie. Le graphisme participe aussi à la caractérisation des villes et des régions. La végétation, que vous voyez ici sur les cartes, dessinée, symbolise les cultures pratiquées. Donc le blé, je ne sais pas si on les voit bien, le blé pour Chartres, les fleurs de pommier pour Rouen, voilà. Les feuilles de vigne pour Reims. Le blason de la ville, qui est en général en bas à gauche, officialise la composition qui revêt aussi un caractère identitaire. C'est donc un ensemble illustratif particulier, codifié à outrance, qui est proposé, dont les caractéristiques concourent à forger un regard spécifiquement touristique. Il s'agit d'une forme de synthèse du sightseeing, le terme anglais sightseeing, qui est un concept de Enzensberger, c'est-à-dire la forme de ce qu'il y a à voir et de ce qui a été vu dans un contexte touristique, donc pour le communiquer au destinataire de la carte. Ces morceaux de paysage forment une construction visuelle de l'attente des touristes. Parallèlement, d'autres cartes postales sont proposées qui renforcent l'idée d'une représentation type d'un paysage français et qui vont encore plus loin dans l'usage de la photographie comme matière ou motif identitaire cette fois. Et donc c'est le dernier exemple que je vais vous proposer. C'est la série intitulée « Paysages de France » de Nordin et qui est particulièrement intéressante à ce propos. Donc je vais proposer quelques hypothèses de travail sur cette série travail en cours la concernant et serais ravie aussi de recueillir vos impressions. Cette importante série est produite en héliographie autour de 1910 et elle est commercialisée notamment par le grand magasin Au Bon Marché. Donc on voit un certain nombre de cartes, là, comme celle à droite, qui présente ce titre Au Bon Marché. Exploitant la collection toujours du même éditeur Nordin, l'éditeur propose des vues qu'il rend intemporelles et qui ne sont plus localisées. Les légendes sont réduites à une forme de concept. Donc on a à gauche le bord de rivière, à droite la cour de ferme, qui traduisent en images une vision pittoresque et préconçue qui souhaite caractériser des paysages de France. Cette série est peut-être produite en écho des préoccupations, par exemple, de la Société pour la protection des paysages de France, créée en 1901, et de l'organisation du premier congrès international pour la protection des paysages à Paris en octobre 1909. Peut-être, il s'agit d'hypothèses. On pourrait aussi la rapprocher des clichés de paysages national et patriotiques véhiculés au sein de manuels d'instruction, donc notamment le manuel général de l'instruction primaire, revue pédagogique du corps enseignant. C'est un exemple que je prends à François Walter dans son ouvrage intitulé les figures paysagères de la nation. Donc, et je vous cite aussi un extrait de ce manuel général de l'instruction primaire qui date de 1912. Ouvrez les guillemets. Donc, nos jardins, nos vergers, mon village charmant avec son vieux clocher, son école bénie, nos champs, nos bois, nos monts, ce clair ruisseau joyeux qui caresse en passant les fleurs de la prairie, l'air pur du ciel natal, la terre des aïeux, c'est ma patrie. Donc d'une imagerie conforme aux représentations existantes, on glisse ici vers le stéréotype, c'est-à-dire une version simplifiée et schématisée d'une représentation collective, pour reprendre la définition de la sociologue Ruth Amossi. Ces images véhiculent un récit implicite, elles deviennent des signes du paysage français largement diffusé. Donc, en conclusion, les paysages apposés sur les cartes postales et la manière dont ils sont présentés répondent à des tendances sociales et culturelles, ainsi qu'à des nécessités économiques pour les éditeurs d'images et de cartes postales. Préoccupés par la réception,
ils font évoluer leurs propositions éditoriales et traduisent différentes conceptions du paysage. Enfin, la carte postale de Vue de France ne construit pas une forme nouvelle de représentation des sites, mais permet surtout la diffusion en masse d'une vision qui s'impose comme étant l'image la plus caractéristique du site même. Je vous remercie.